Bon les gars, salut à tous les deux. Salut. Pour ceux qui écoutent le podcast, donc on est toujours sur l'événement les Printemps numériques à Bruxelles, dont j'ai été en fait invité par Cryptobel, donc une ASBL, donc une association sans but lucratif. Donc en Belgique, c'est on va dire comme une société qui investit dans son but social, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de gros profits, entre guillemets. En tout cas, les profits qui sont faits doivent être normalement, en tout cas c'est ça le but d'une ASBL, on doit réinvestir les profits dans l'objet social de la structure en question. Et ici, on a donc FOM et Naïm que vous avez aussi une fois entendu dans un des épisodes, quand on a parlé de est-ce que les données numériques ont vraiment de la valeur. Aujourd'hui, on va en fait parler plus de Cryptobel, donc, qui est l'ASBL à Bruxelles, donc basée principalement à Bruxelles. Voilà, donc je laisse soit FOM ou Naïm, c'est comme vous voulez, un peu expliquer ce que c'est que Cryptobel. Je t'en prie, vas-y. Je vais parler. Donc du coup, vu que tu as des utilisateurs français, mais en fait c'est comme une asso en fait. Dire juste ASBL, asso, en fait c'est plus ou moins la même chose. Ils ont à peu près la même chose en France. Okay. Et du coup, alors qu'est-ce que c'est Cryptobel ? Alors c'est une asso belge. Donc on aide les gens à rentrer dans la crypto. Donc que ce soit on a un numéro d'assistance, on a un annuaire des sociétés des crypto belges. On a une super grosse FAQ, donc une super grosse foire aux questions sur notre website qui s'appelle soscrypto.be. On a aussi des guides vidéo sur Cryptobel. Et après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En vérité, plus largement, notre but, notre objectif, c'est de sensibiliser les gens à l'existence de la blockchain et essayer d'attirer surtout l'attention sur ce qu'on n'a pas l'habitude de regarder, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas spéculatif, parce qu'évidemment c'est souvent par ça qu'on découvre la blockchain. Je pense que nous-mêmes, nous trois, c'est de cette manière-là qu'on a découvert la blockchain. L'aspect spéculatif, en vrai, c'est un des aspects de la blockchain, mais c'est vraiment pas le plus intéressant. La blockchain apporte plein de solutions et du coup même d'éventuels parcours de carrière, de vocation professionnelle, parce que ça implique plein de choses, du développement, mais aussi des data, il y a même du marketing, etc. Donc c'est vraiment on a envie de montrer ici au public bruxellois qu'il y a des choses à faire, que c'est pas seulement spéculatif, que c'est une technologie à laquelle tout le monde a intérêt à s'intéresser, parce qu'on pense qu'à terme, la blockchain sera partout pour différentes raisons. Ouais, ok, mais c'est super intéressant parce que ça suit en fait la lignée du podcast Alan en parle en fait. Bon, on en avait déjà parlé, mais c'est pour ça aussi que Cryptobel, j'aime beaucoup l'initiative, j'aime beaucoup la démarche auprès en plus de Bruxelles, donc on est tous bruxellois, donc ça fait plaisir de voir un peu qu'il y a une petite communauté qui existe au sein de la ville, donc ça c'est vraiment cool. Mais donc c'est marrant parce que là tout à l'heure j'ai discuté donc avec Baudouin Collard, donc qui est en fait cofondateur de la société Satoship. Bon voilà, vous pouvez écouter l'épisode si vous le souhaitez. Et lui, il m'expliquait qu'il était attends, sorry les gars, je suis fatigué donc je sais plus ce que j'allais dire. Pas de soucis. Attends, c'était quoi ? J'allais rebondir sur un chouette truc en plus. Par rapport à lui, par rapport à par rapport à ce que tu viens de dire. Je veux dire sur les perspectives de carrière et les... Je sais plus ce que j'allais dire, bref, c'est pas grave, on l'oublie. Donc du coup, ok, parfait. Sinon on peut rebondir sur les préventions d'arnaque aussi, parce que ça n'a pas été très cité aussi, mais je pense que c'est un gros aspect de Cryptobel, c'est parce qu'on voit aussi beaucoup de gens qui se font arnaquer dans le Web 3. Donc le Web 3 c'est tout ce qui concerne crypto, etc. Et on voit beaucoup de jeunes en fait se faire attraper parce qu'en fait ils veulent investir 100 € et se retrouver avec 1000 €. Et ça c'est un des trucs qu'on essaie de sensibiliser un peu. Ouais, vrai, c'est un peu ce que Naïm a dit, c'est de faire de la sensibilisation mais aussi de la prévention bien sûr, et d'être un peu, ce que j'aime bien dire, on est un peu le crypto bro que les gens n'ont jamais eu en fait. Ok. Et c'est marrant. Donc moi j'ai une question pour toi, ou une question pour vous en vrai, vu qu'on discute. Ouais. On parle souvent de Web 3.
mais je suis pas sûr que les gens fassent Très attention à ce que c'est. qu'il y ait vraiment une différence très claire. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a envie de Moi, je suis chaud. de faire le Web 1, Web 2, Web 3? Ouais, ça, c'est une très bonne explication, vas-y. Alors, dans les années 90, donc 90, il y a d'abord eu l'apparition du Web 1, donc dans les foyers de Monsieur, Madame, tout le monde. Le Web 1, c'est quoi? C'est une interface centralisée, donc c'est-à-dire qu'il y a un serveur qui t'envoie de l'information. C'est juste ça. Exactement. Donc tu allais sur Google, d'ailleurs Google a révolutionné en fait, l'information en tant que telle avec le Web 1, c'est-à-dire que tu as une barre de recherche, tu mets... combien de millions d'euros fait Windows cette année? Tac, t'as la réponse. Ça, on te donne l'information directement. Donc c'était déjà ultra révolutionnaire à l'époque, dans les années 90. C'est le Web 1, c'est l'Internet de l'information. Le Web 2, ça c'est la deuxième partie. Ensuite, c'est vers les années 2000. Là, c'est quand on a commencé à pouvoir interagir très facilement grâce à toujours cette plateforme qui s'appelle Internet. Par exemple, Facebook, Instagram, toutes ces choses-là. Bon, maintenant, il y en a plein, évidemment. C'est surtout les GAFAM aussi qu'on appelle Ouais, aussi. Effectivement, le Web 2 est souvent associé aux GAFAM. Qui est donc Google, Amazon, Facebook, quatrième c'est quoi? Et puis Microsoft et puis Apple, voilà. C'est ça. Ouais, ça. Exactement. Donc du coup là on est clairement dans le Web 2, donc ça c'est aussi une vraie révolution. Imaginez un peu qu'à l'époque quand on devait contacter, moi j'ai connu cette époque-là, On l'a tous connu. envoyer un document à par exemple mon père, il avait un fax, mon père Exactement. à l'époque. Tu mettais ta feuille, elle l'imprimait et puis la feuille se réimprimait chez ton père, etc. Imagine qu'à l'époque on communiquait par fax par exemple, dans des pays, il y avait le Minitel en France, en Belgique on n'a jamais connu le Minitel. Il y a eu le beeper à un moment donné aussi, ça c'est fou, le beeper c'était le téléphone portable. Le précurseur du téléphone portable. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de téléphone portable, ça n'existait pas, ou en tout cas c'était pas commercialisé parce que encore trop cher. C'était militaire, c'était tout ça. Mais tu avais en fait un genre de petit beeper à ta ceinture et tous les darons ils avaient tous ça, c'était à mourir de rire. Et ça c'est le Web 1 ou c'est le Web 0 ça? Là je parle juste en termes de communication, là on est bien au Web 0. Mais donc du coup ça bipait et donc tu étais au courant que chez toi à la maison quelqu'un avait essayé de t'appeler, c'était juste ça le truc. Bref, donc à la base on est passé de ça à la Web 2, là on s'arrête au Web 2, enfin on est au Web 2 là maintenant, donc là c'était vraiment imaginer qu'on pouvait avec une simple caméra en direct communiquer avec quelqu'un qui habite à New York alors que toi tu étais en Belgique et voilà, c'était une révolution totale. Et le Web 3, là on y est en fait, c'est la blockchain. Donc moi comment je peux définir le Web 3? C'est-à-dire que Internet aujourd'hui c'est une interface où tout le monde y met ses données personnelles et les vend. Pour info, Internet, c'est 1000 milliards de dollars par an de bénéfices. 1000 milliards. Donc, vous imaginez bien que c'est... En vrai, on n'imagine pas. Ça fait tourner, on ne peut pas s'imaginer ça, mais ça fait tourner le monde. Je veux dire, si on enlève Internet aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui n'existe plus. Et je trouve que c'est un peu pas beaucoup parce qu'au final, ça fait que 1 trillion. Et quand je vois que l'or fait 14 trillions, donc 14 000 milliards, non 14 000 millions plutôt, ouais. Je trouve que c'est pas énorme au final. Moi je trouve ça énorme parce que l'or, on parle de quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Oui c'est vrai, bon ok. Et il a fait ses preuves depuis toujours. C'est ça, c'est une vraie valeur physique. Là on parle d'un truc qui fait 1000 milliards pas de rien, mais d'informations en fait. De quelque chose qui n'est pas tangible. Quoi. Oui, non mais après ça je disais ça juste par comparaison. Parce non, mais t'as raison. C'est trop cool. T'as raison, mais si tu mets, par exemple, en comparaison, si tu mets les grosses compagnies Web 2, si tu mets leur capitalisation, t'es au-dessus ou t'es proche de la capitalisation de l'or aussi. Donc c'est ça. Tu vois. Et c'est là aussi toute l'importance où Web 1, Web 2, maintenant Web 3, donc je vais terminer là-dessus, je vais expliquer le Web 3 ensuite, mais c'est clairement que c'est la preuve par A plus B que l'information c'est une valeur. L'information a une valeur depuis le Web 1, depuis le traitement de l'information. À l'époque quand tu avais besoin d'une réponse, tu allais à la bibliothèque, tu passais des heures, tu avais une réponse à la page 47 de l'énorme bouquin où tu as passé des heures à lire, etc. Exactement. Le Web 1 a cassé ce truc-là, le Web 2 a encore cassé les interactions qui étaient compliquées, etc. dans le monde entier. Le Web 3 maintenant, on est dans une décentralisation de données et ça c'est unique. Il y a aussi un petit truc que tu as oublié de dire, le data ownership qu'on parle souvent. C'est ça qu'il est en train de dire. Oui, bien sûr, mais c'est un détail. Mais non, mais c'est clairement ça. Donc on est dans la décentralisation de données. Imagine, en fait, pour faire court, le Web 3, c'est l'Internet qui n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. Et ça change tout au niveau de l'information. C'est-à-dire que l'information qui sera partagée, elle est unique
elle n'appartient à personne. Personne a la main dessus. Et ça roule tout seul, etc. C'est sécurisé, c'est tout ça, etc. etc. Vas-y. Il y a aussi un autre truc aussi que t'as pas. Tu pourrais faire une petite analogie pour ceux qui sont, on va dire, de notre âge, on va dire. Il y a aussi les torrents. Il y a les torrents à l'époque. En vrai, c'est ça. Le torrent, c'est un peu le précurseur. Mais vas-y, c'est hyper. Vas-y. Parce qu'au final, si je dois faire une explication assez concrète pour les gens qui connaissent ce que c'est BitTorrent, etc. En fait, c'était avant avec Emule, Napster, etc. Et en fait, tout le monde se partageait les fichiers et il n'y avait pas vraiment de comment dire Il n'y avait pas de serveur central en fait. Ouais, il n'y avait pas de serveur central en fait, c'était du peer-to-peer, c'était et en fait le Bitcoin en fait c'est le peer-to-peer to money en fait, c'est juste c'est le même principe et je pense que dans les gens qui ont travaillé sur la blockchain, il y a plein de gens qui ont travaillé justement sur ces protocoles d'échange de données décentralisés avant de shifter naturellement vers la blockchain. Et d'ailleurs, vous le savez sûrement, mais maintenant il y a le BTT qui est un token, pas maintenant, qui existe depuis quasi la genèse de la blockchain. Enfin, c'est un des premiers tokens qui est arrivé après le Bitcoin. Ouais. Le BTT, c'est le BitTorrent qui est totalement rattaché au client torrent dont tu parles. Et voilà, donc tout est lié. Tout est lié. Et j'aimerais bien que, si c'est possible, que tu expliques, parce que bon, le podcast c'est clairement un podcast de vulgarisation à fond. Enfin, voilà, tu t'es au courant de tout ça. Tu voudrais que j'explique le peer-to-peer ? Non, le torrent. Non, comment ça fonctionne ? Parce qu'il y a aussi des jeunes qui nous écoutent. Ah ouais, alors du coup, comment ça fonctionnait ? Pour ceux qui ont déjà utilisé des sites pirates, après ça maintenant, c'est beaucoup plus des gens qui utilisent des sites de streaming, donc du coup. C'est plus ou moins la même chose sans être la même chose, donc je vais essayer d'expliquer comment ça marchait les torrents à l'époque. T'avais un client, donc c'était juste un programme qui s'appelait BitTorrent. T'en as plusieurs, t'en as une dizaine, etc. Et ensuite t'allais sur un des sites pirates où t'avais des magnet links, donc en gros c'était des sortes de fichiers torrent qu'on appelait ça. Ensuite tu cliquais dessus, ça te l'ouvrait sur le logiciel torrent. Et en fait en gros, en général les gens ne comprennent pas trop, mais en gros il y a un truc qui se télécharge. C'est comme ça qu'en fait on disait téléchargement pirate en fait. Et en gros... c'est là un peu qu'on disait que tout le monde était un peu de la piraterie. En fait, oui, on dit. Enfin, du coup, le fichier, en fait, il est cherché par ton ordinateur. Donc toi qui clique sur ce lien, qui cherche ce lien, le fichier est téléchargé sur tous les autres ordinateurs qui le possèdent et qui sont connectés en même temps que toi. C'est ça. Et c'est là qu'on parle de peer-to-peer. De pair à pair. C'est exactement. Et en gros, comment ça marche, c'est que chacun, en fait, ceux qui ont déjà le fichier déjà complet donnent une partie. En fait, on appelle ça des seeders, donc des envoyeurs, qui envoient une partie des données chacun. Et en fait, en gros, tout le monde, en fait, c'est envoyé. C'est comme on pourrait penser à comme Sangoku avec le truc bleu là. Comment ça s'appelle encore ? Le Genki Dama. Mais en fait, vous êtes en dessous de. Imaginez, vous êtes le gars qui télécharge, vous êtes le Sangoku, et en fait, vous avez le fichier torrent. Vous allez chercher des ressources. Et en gros, tout le monde envoie l'énergie bleue qui vient, et puis ensuite, quand vous avez la boule bleue, vous avez le fichier complet, qui est soit en général un film. Ça peut être tout en fait. Oui, ça peut être un fichier. En fait, en général, c'est des films. On parle de n'importe quelle donnée. N'importe quelle donnée peut être échangée de cette manière. Et c'est vrai que c'est une analogie parfaite avec la blockchain parce que c'est le même fonctionnement. En fait, allez, pour simplifier encore plus, en gros. Quand tu téléchargeais un torrent, t'allais sur Netflix, sauf qu'il n'y avait pas la société Netflix au milieu. Voilà. Mais sauf que là, Netflix paye aussi. Donc là, avant, c'est juste qu'avant, c'était complètement pirate parce que personne ne payait et donc tout le monde avait le fichier. Il y avait des trackers. Ouais, mais il y avait bien quelqu'un à un moment qui sortait le. Enfin, bref. Oui, mais c'était pirate, c'est justement ce que j'étais en train de te dire. Oui, d'accord. C'est vrai. Ouais, non, t'as raison. Mais en gros, pour faire très simple, par rapport au peer-to-peer, il y a deux cas d'école. Donc le Web 1 et le Web 2, on est sur quelque chose d'ultra centralisé. Donc quand tu voulais par exemple ouvrir Google, tu cliquais sur www.google.com, c'est Google qui te donnait l'info. Si Google, demain, ils coupent la prise de leur serveur, t'as plus cette info, t'as plus rien. C'est fini, t'as plus rien. Google n'est plus disponible. Par contre, avec le peer-to-peer, si tu veux, imaginons que Google est du peer-to-peer, c'est pas du tout le cas, c'est justement tout l'inverse, mais imaginons ça, eh bien, tu vas sur Internet, tu vas sur www.google.be. En fait, Google n'a pas de serveur qui te donne l'information, c'est des milliers de personnes dans le monde qui ont
si tu veux, une partie de l'information de Google, chacun sur son ordinateur. On va te l'envoyer, tu auras le complet, tu auras le fameux Genkidama, donc tu auras l'information complète sur ton ordinateur, donc c'est ça le but. Imagine que demain, il y a une bombe nucléaire qui explose et qui rase la moitié de la planète. Si l'autre moitié de la planète, il y a au moins un ordinateur allumé, avec Google dessus, tu auras toujours accès à Google. Exactement. Par contre, si une bombe nucléaire pète et que ça explose le serveur central, on va dire ça comme ça, de Google, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est ça la réalité, tu n'as plus jamais accès à Google. Et donc du coup, le Web 3, c'est l'accès à cette magnifique machine qui s'appelle Internet en mode décentralisé. C'est un Internet qui existe sans qu'il y ait une institution principale, première, sur qui tout repose, tout compte. Cette institution n'existe pas. C'est parce qu'il y a plein de gens sur Terre, au moins une personne, qui a ce programme-là disponible et qui le partage. Quoi. C'est vrai. C'est exactement. C'est vrai. Et il y a quand même une petite nuance très important. à apporter à ça. C'est que ce serait trop beau en vrai que tout ce que tu racontes puisse exister sans qu'il y ait rien au milieu. Oui, malheureusement, il y a toujours l'intermédiaire qui est le smart contract qui va en général pouvoir permettre de réaliser une action de recherche, une action d'échange, une action de... Toutes les actions qu'on peut imaginer, elles doivent quand même être inventées à un moment, mais une fois qu'elles ont été inventées, on peut faire en sorte de mettre des règles complètement transparente et accessible à toutes, parce que tu n'as pas le choix. Si c'est sur la blockchain, c'est transparent, tout le monde peut voir ce que tu as fait. Il y a encore une petite nuance, mais là on part vraiment trop dans le technique, donc on va laisser ça de côté. Mais donc une fois que ce smart contract est créé, il devient l'intermédiaire, il est sur la blockchain, et donc même si la personne qui a créé ce smart contract décède ou que son ordinateur disparaît, ce smart contract restera, et si les règles sont justes, correctes, équitables, etc., il y a toutes les raisons de penser que les gens continuent de l'utiliser jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement un smart contract plus optimisé qui arrive. Et c'est ce que je disais la dernière fois, je pense que c'était justement avec toi Naïm quand on avait fait l'épisode A2. Je disais donc le smart contract, moi je dis que c'est la technologie de la confiance, donc c'est grâce à cette technologie-là que tu peux avoir confiance. En mode décentralisé, ça s'appelle un smart contract. En mode centralisé, la confiance ne repose que sur une institution comme Google, par exemple, toujours dans mon ou Visa aussi. Dans mon exemple d'internet avec Google, si Google décide à un moment donné de supprimer telle recherche, ou par exemple tu vas sur des sites porno, je sais pas, ton site préféré il est plus accessible parce que Google a décidé de plus le référencer, c'est un fait, c'est comme ça. Et tu dois avoir confiance en Google que eux ne vont pas, par exemple, enlever ton accès à... ça n'arrivera jamais évidemment, mais c'est vraiment pour qu'on comprenne bien ce principe de centralisation de données. Ils ont le pouvoir. C'est ça l'idée, quoi. Ouais. Tandis que le smart contract, c'est la confiance mise en technologie. Donc, c'est vraiment, on va dire, une action qui se dit, voilà, maintenant, sur le Web 3, quand tu tapes facebook.com, on ne veut plus que ce soit facebook.com, ce sera facebook.fr. Et donc, le smart contract va transformer directement le .com en .fr. Exemple. C'est vraiment un exemple, mais c'est vraiment pour dire que c'est une action programmée qui se fait sur une blockchain au lieu de compter sur une institution centralisée comme Google, par exemple, pour faire quelque chose. Je ne sais pas si c'était clair ou si c'était juste... Ouais, c'est clair. Okay. Je mettrais aussi un petit encore un autre truc en détail, parce qu'en fait, en gros, c'est un des motos et c'est aussi notre slogan dans notre ASBL, c'est lire, écrire et posséder, qui en fait sont les trois. C'est un des motos du Web 3. Et en fait, en gros, c'est read, write, own, qui est donc lire, écrire et posséder. Et en fait, au début, comme on disait, le Web 1, c'était que de lire de la donnée sur Internet. La deuxième, c'est que tu peux écrire, parce qu'en fait, en gros, tu peux commencer à poster des choses sur les médias, social media. Et la troisième, c'est own, parce qu'on peut posséder les assets sur Internet. Ouais, et donc, en gros, c'est bien ça. C'est les trois devis. C'est pour ça qu'on l'a écrit comme slogan, et je trouvais ça assez chouette. Et puis, on l'a juste traduit en français, et voilà. Non, en vrai, c'est lourd. C'est vraiment intéressant, parce que ça permet aussi de pouvoir comprendre, en fait, simplement toute la discussion qu'on a depuis le début. Oui, c'est vrai, mais j'essaie de le simplifier encore plus. Non, c'est vraiment, vraiment cool. Et puis, c'est la dynamique du podcast. Ok, et donc, du coup, parlons un peu de CryptoBell. Parce que le futur, etc. Ouais, par exemple, comment tu vois... En fait, quel est maintenant, et je vais demander ça à FOM,
quel est ton goal ultime? Donc vraiment ce que tu as envie d'atteindre. Rêve, hein, maintenant tu peux rêver à fond. Ouais. Ce que j'aurais aimé, j'ai envie de faire, je crois que le centre de formation était déjà une idée de base qu'on voulait faire il y a longtemps, mais c'est juste qu'on s'est dit qu'avec toutes les choses qu'on proposait déjà avec notre ASBL qui sont déjà blindées, en fait, on dirait qu'on est déjà on est SOS Crypto, SOS Viol, enfin j'allais dire SOS Viol, mais on est en train de faire tout plein de trucs qu'on fait déjà bénévolement. Et on voulait faire après ça le centre de formation, puis on s'est dit, en fait on fait trop de trucs là, on peut pas faire tout en même temps avec peu de budget. Et là, si on avait du budget, on serait déjà bien plus loin. Mais bon, en même temps, ça fait que même pas 8 mois qu'on existe. Et je trouve qu'on est déjà. Ouais, c'est jeune. Hein, c'est jeune. On est déjà loin pour ce qu'on fait. On est déjà dans une foire institutionnelle. Les gens commencent à nous connaître. Donc, on est en train de faire les choses comme il faut. Et après, je sais que Naïm veut faire une plateforme d'éducation crypto comme en France, ce qui existe déjà. On voudrait aussi faire une certification de base crypto pour aider les gens qui veulent rentrer dans la crypto et qui se disent avec une certification on pourrait déjà faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire encore en plus? Mais pour que les gens comprennent bien, donc là c'est bien, il y a bien tous les petits services etc, c'est vraiment chouette. Ouais. Mais imagine toi maintenant que CryptoBell c'est genre une référence etc. Ton rêve c'est que la personne, par exemple la cible de CryptoBell, c'est la personne qui ne connaît rien, qui veut un peu s'intéresser, qui veut ne pas se faire avoir, qui veut comprendre la technologie, qui veut pour pouvoir éventuellement posséder sur le Web 3. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Quel est ton rêve? Comment cette personne est traitée? Comment cette personne est embarquée dans l'univers CryptoBell? C'est quoi ton rêve là? Donc mets-toi à la place de Stéphanie qui est voilà, ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir, j'ai entendu parler de CryptoBell. C'est quoi ton rêve par rapport au parcours de Stéphanie? Mon rêve il est super simple. J'ai envie que les gens arrêtent de se faire arnaquer en Belgique sur la crypto, quoi. J'ai vu des chiffres, on est déjà à 40% de jeunes qui se font arnaquer en Belgique parce qu'en fait en gros ils vont sur des plateformes frauduleuses. Si on arrive à faire tomber de 40% à 10%, on aura fait notre mission. Et, okay. Donc c'est l'arnaque, toi, c'est vraiment le côté arnaque, donc éduquer les gens pour qu'ils comprennent. Ouais, il y a ce côté arnaque et puis aussi le fait qu'on mette tous les outils à disposition. Comme je dis à chaque fois, on est un peu le crypto bro que vous n'avez jamais eu. Donc pour moi, t'as une question, t'as un meme coin qui a l'air un peu frauduleux, t'as un projet qui a l'air un peu frauduleux, tu nous appelles et hop, on est là pour t'aider, quoi. Genre, moi je pense qu'il y a un côté quand même. Pour te dire où chercher et comment chercher, en tout cas. Plus que vraiment, je pense que le conseil, allez, tu vois, il faut bien faire la différence. Nous, on est une ASBL, on est là, en tout cas à mon sens, on est là pour accueillir les gens et leur dire, voilà, alors ça marche comme ça, comme dit Fom, il faut faire très attention à ça, Il y a l'aspect aussi gestion de risque, je pense, où c'est intéressant de sensibiliser les gens. Donc moi, pour répondre un peu, pour continuer la réponse de Fom, je dirais que l'idéal, ce serait qu'on soit la porte d'entrée de toute personne qui ne se sent pas de passer des heures à rechercher et à se faire, à s'éduquer, parce que c'est vraiment ça. Ouais. Il n'y a pas de secret pour comprendre ce monde. Il faut chercher, il faut lire, il faut faire des erreurs malheureusement. Et en général, comme tu disais quand on en parlait l'autre jour, faire des erreurs, ça implique souvent de perdre de l'argent. Ouais, dans ce monde-là, ouais, ça c'est sûr. Et donc, ouais, comme dit Fom, si on peut faire réduire d'un pourcentage considérable les gens qui tombent dans les bêtes panneaux et qui du coup, en plus peut-être tournent le dos à la crypto vite, ouais, c'est ça. Alors que, comme je dis, l'aspect spéculatif, c'est vraiment pas le plus intéressant. C'est pas ça le fondement, quoi. Hein. L'essence même de la crypto, c'est effectivement de posséder ces données, et donc par extension, l'argent, c'est des données aussi, donc de posséder sa richesse. C'est de nous d'accompagner et de... Exactement, et au-delà de ça, comme tu l'as dit, c'est toute la philosophie derrière le Bitcoin, ou des cryptos qui est super intéressante, parce que je dis à chaque fois, quand les gens me demandent mais qu'est-ce que c'est le Bitcoin, etc., mais je dis, regarde, c'est la première fois dans toute l'humanité que des gens ont réussi à s'affranchir des banques. Et en fait, rien que ça, c'est comme si on avait inventé
la machine à écrire en fait. Et ça pour moi, les gens ne comprennent pas ça. Pour moi, là on est qu'au début, effectivement. C'est comme quand tu comprends pas tous les trucs, mais si tu prends le truc, la globalité de la question, rien que de s'affranchir des banques, mais on a même plus besoin de la Banque Centrale Européenne, tu t'imagines. Enfin, on n'a plus besoin du dollar. Enfin, je veux dire, non, j'abuse un petit peu, mais non, t'abuses pas justement, parce que je crois que dans le podcast juste avant, justement, ça on a parlé un peu, donc je vais pas spoiler, mais c'est carrément ça. Ouais. C'est vraiment, si on plonge dans la philosophie du Bitcoin, c'est vraiment ça, c'est s'affranchir de tous ces référentiels qui... Et ce qui est encore trop marrant, c'est que l'histoire de Satoshi Nakamoto, qui est le gars qui est un prophète, c'est un peu religieux ce qui se passe, parce qu'en gros, oui, il y a ce côté un peu religieux, c'est vrai. C'est vraiment très très marrant, quoi. Genre, moi je trouve que le gars, on le connaît pas, on sait même pas c'est qui. Le gars, il a un nom japonais, mais en fait, il est peut-être américain. Il y a des gens qui disent qu'il vient de la NSA. C'est peut-être plusieurs personnes. Hein. Ouais, c'est peut-être même. Ouais, c'est pas. Gouvernement, on le saura jamais. Ou alors on le saura un jour, le jour où. Moi, je pense qu'on le saura jamais, et je crois qu'il est mort. Mais tu sais que moi, tu penses qu'il est mort? Ouais. Tu penses que c'était un vieux, tu penses que c'est un vieux qui Je sais pas si c'était un vieux, mais je crois il n'existe plus, quoi. Je crois qu'il n'existe plus, non. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi tu penses qu'il est mort? Bah, notamment parce qu'il y a les premiers wallets qu'il a fait qui ont jamais même bougé. Il a jamais pris. Bon, après, peut-être que c'est quelqu'un. Ou il y a une autre théorie que j'aime bien aussi, c'est qu'il a vu ce que son invention a fait. Il s'est dit, vas-y, et il est parti. Je me casse, quoi. Ah ouais, ok. Moi, le gars, on saura jamais, et il dira jamais que c'est un peu comme Jésus, quoi. Jésus, il fait son truc là, il fait sa marche devant le truc, et puis ensuite il se fait prendre sous la croix, et puis ensuite il disparaît, c'est ça, et puis il va dans la cave. Et puis ensuite il a disparu, quoi. Il a rejoint Dieu, quoi. Si on veut. Non, moi je rigole, mais bon. Non, mais oui, j'entends bien, mais c'est marrant quand tu vois. C'est très drôle. Mais là, moi ma théorie c'est un peu ça. Après. Non, mais donc sa Bible c'est le white paper, c'est ça? Quoi? Sa Bible c'est le white paper. Ouais, la Bible c'est ça. Les livres blancs, mais bon. Tu vois, moi le truc c'est que en vrai, c'est hard ce que je veux dire, mais j'espère quand même qu'il soit mort, parce que. Non, j'espère. C'est pour l'écosystème. La personne, évidemment, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, loin de là. C'est pas du tout le truc. Mais ça me rassurerait un peu plus, parce que j'ai fait justement un épisode sur Satoshi Nakamoto où j'ai rassemblé plein d'infos sur lui et tout. Et effectivement, il a encore des wallets où on sait que c'est ses wallets. Je sais plus combien c'est, mais c'était énorme. Il a 1 million de bitcoin. Il y en a un en tout cas où le premier million de bitcoin, c'est lui qui l'a minté tout seul. Mais imagine lui là maintenant, avec son 1 million de bitcoin. Attends, moi j'ai même un truc que j'ai envie de te dire, et que je me dis c'est peut-être c'était une des hypothèses que je pensais, parce que déjà il y a des gens qui disent que justement s'il bouge un petit peu de son million de bitcoin, il fait tomber la crypto. Oui, c'est pour ça. Et moi c'est ça qui me. Quand il dit il est mort et tout, c'est ça que je veux dire. Et genre en vrai ce serait peut-être pas plus mal pour beaucoup de gens. Mais en vérité on s'en fout, parce que je vais te dire pour quelle raison ça serait vraiment incroyable, mais bon, ça c'est mon hypothèse et ce que je fabule, parce que bon, c'est vraiment rien de concret. Je me suis dit que le jour où il y aurait blindé de millions et de milliards qui seraient ingérés dedans, et que le Satoshi, le prophète, revient. Si le prophète il revient, imaginons il y a des millions, des milliards, parce que les gens ont mis. Parce que le Bitcoin est devenu, comme il l'a prédit, à 1 million, parce que bon, avec le Rainbow Chart, et bref, ça devient. Donc c'est 1 million fois 1 million de je sais pas combien. En gros, maintenant, le gars, il a l'économie mondiale entre ses mains, en fait. C'est ça. Tout à fait. Et là, ça devient. Et là, je me suis dit, si un gars comme lui, comme le prophète qui arrive, et qui a ce wallet qui est incroyable, en fait le gars il a juste il met l'économie à terre quand il veut. Mais je pense qu'au moment où il revient, il y a peut-être beaucoup de gros investisseurs qui paniquent direct, et même à l'annonce du truc. Le Bitcoin vaudra $1. C'est là que tu dois l'acheter. Mais c'est justement parce qu'il aurait capturé. C'est là qu'il faut l'acheter. Mais c'est justement là que je me disais, c'était que même s'il le faisait tomber, parce qu'il y aurait toujours des panic sellers. Des panic sellers, c'est des gens qui vendent. De toute façon, c'est un marché, donc il y a des achats, des ventes tout le temps. Donc. Mais imaginons, parce qu'en fait, en gros, ça veut dire qu'en gros, il aura capitalisé sur tous les gens. C'est-à-dire qu'il y aurait. Je pense que c'est ces moments-là où Bitcoin reviendra, c'est peut-être dans 20 ans, 30 ans, et imaginons. On sait même pas c'est qui, donc bon. Imaginons s'il y a déjà tous les pays qui sont dedans. Parce qu'on dit que déjà au 4e bull run qui va arriver, il y a les institutionnels et les pays qui vont arriver. Pour l'instant, c'est encore. Là, il y a les ETF. Il y a BlackRock qui est arrivé déjà, il commence déjà à mettre beaucoup d'argent dans le Bitcoin.
Et donc du coup là on voit que ça commence à arriver. Imaginez quand les pays vont arriver et imaginez quand tout le monde aura accepté comme le Bitcoin comme la nouvelle monnaie, peut-être le nouvel ordre mondial, hein, tu sais. Ouais. Et que là le prophète revient et dit les gars c'était une blague hein, maintenant. T'imagines Non, la je rigole, dinguerie. voilà, c'était ma petite parenthèse, voilà. Ouais, non, mais c'est intéressant de voir ça parce qu'au final, tu te dis quand même que c'est une technologie ultra décentralisée qui ne dépend évidemment que du système qui a été créé de base, qui fonctionne. Mais là, on est quand même en train de dire que chaque un fois- mec, Mais non, mais c'est décentralisé, c'est quand même c'est décentralisé. décentralisé, mais il y a un mec, il arrive et il tue tout. Mais c'est pas ça juste le truc. Là, c'est drôle en vérité. De Non, ouais, non, ouais, c'est juste c'est bon. c'est juste qu'il possède 1 million de bitcoins, mais c'est juste qu'il les a jamais utilisés et que le gars s'est volatilisé, c'est surtout ça. Bon, Je sais pas si vous avez vu, vite après je te... Non, vas-y, on est là. Il y a 2-3 mois, il y a un mec qui s'est amusé à envoyer 26 ou 27 bitcoins sur ce wallet. Sur ce wallet, ben voilà, mais là ça vient de. C'était une des dernières infos que j'ai eues dans l'épisode du podcast Satoshi Nakamoto. Je fais oui, il y a rien qui sort, mais il y a plein de trucs qui rentrent. Et donc du coup, ce qui rentre dedans, Ça sortira jamais. les gens sur Twitter et tout, c'est des ouf, hein, ils vont checker, ils vont mais là, regarder c'est plus, c'est qui et tout, qui a contact éventuellement avec lui, mais ça se trouve c'est juste Et un. en fait, maintenant qu'on est dans une... Il fait un kidnapping inversé, c'est tout, c'est pas Ouais, grave. il burn, toi, il sait qu'il est mort et il burn des tokens. Bah non, mais il dans fait le que wallet. redonner ce qu'il De a reçu. Au l'oxydation. final, le gars, il était là, c'était un OG qui s'est fait, qui est déjà sûrement multimillionnaire et qui en a plus rien à foutre parce que c'est grâce à ça. Mais attends, En fait, après on peut se payer. là, on peut fantasmer tout un podcast sur... Mais c'est ça, mais je pense que ça va être le titre du podcast. qui hein, est devenu Satoshi Nakamoto. Qui est devenu Satoshi Nakamoto. Ouais. Qui est-il? Mais bon, ça, franchement... Ah là, c'est un gros sujet, mais bon. déjà, rien il y a que des spéculations. Allez lire la page Wikipédia, vous allez déjà bien... Ouais. Et puis même sur internet, t'as de tout. Et en fait, il est tellement énigmatique. C'est elle, je sais pas qui c'est. Yel, Enfin, hein. bref, Yel est tellement énigmatique qu'au final, tu t'as pas 10 000 trucs en plus. Enfin, tu t'arriveras jamais avec une nouvelle sur lui aujourd'hui. Je veux dire, une fois que t'as lu son histoire, c'est bon, il est inconnu. Et c'est terminé, quoi. D'ailleurs, il y avait vraiment un mec qui s'appelait Satoshi Nakamoto. Ah oui, et ça. et quand ils ont J'adore. découvert, et t'as les vidéos, je connais Et là, pas c'est le pas Bitcoin, moi. mais c'est pas moi. C'est pas un américain d'ailleurs? Je crois que c'est un américain, ouais. Mais c'est celui qui est sur Ça, tous les mimes, là. C'est le japonais avec ses lunettes Ouais, là. c'est Ouais, ça, ouais, lui il a pas de chance, lui. C'est lui-même. Enfin, je sais même pas s'il a eu de la chance et si des gens. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont trollé et qui lui ont envoyé des bitcoins. juste Ah, pour de rigoler. fou. J'espère pour lui qu'il en a reçu quelques-uns. J'espère que ça lui a servi quand même un Ah, peu. mais ouais, mais je suis sûr qu'il a tout vendu comme un. Non, mais bon, ok, c'est encore un autre sujet, mais. Mais ouais, du coup, sujet intéressant, Satoshi Nakamoto. Après, vous voulez parler de quoi? On peut parler de... Moi, il y avait un truc que Sfo m'avait dit, ce qui m'avait fait donner envie de rebondir aussi. Donc, tu parlais d'écrire et de la révolution d'Internet. Ouais. Et en vrai, on est exactement dans le même processus et dans le même genre de phase où au début on disait Internet ça va être que passager, il y a eu la bulle, ça. machin, et puis au final maintenant on se rend bien compte que Ma grand-mère est sur Internet. voilà. Ouh. Non, mais... Ouais, que juste Et j'ai 33 ans. Après, ma grand-mère est jeune. Mais bon, c'est une jeune grand-mère. j'ai ma de la grand-mère chance. n'est pas sur Internet. Mais tu vois, mais c'est con, mais... C'est trop marrant, quoi. Ma grand-mère, avant d'y aller, c'était... Enfin, je crois qu'elle est sur Facebook depuis, je crois, un truc comme 1 an ou 2, toi. Ouais, donc c'est fou. C'est dingue, quoi. Alors qu'avant, mec, tu lui disais Internet, tais-toi. Ouais, c'est ça. Mais donc là, on en est en fait un peu à la même, dans la même phase du cycle avec la blockchain. Et j'ai envie de faire une extension encore, même avec l'IA, Ouais, où on est en train. En fait, c'est deux choses qui vont probablement bouleverser le monde. Mais l'IA, ça va être plus visible pour nous. Et moi, la blockchain, ce que j'aime bien dire, c'est que en vrai, on n'a pas idée de ce que des économies d'infrastructure de ouf. qu'on peut faire avec va ça. créer, en fait. D'ailleurs, ça peut être chouette Ah oui, c'est vrai, ça, c'est super important. de démystifier un peu le green, pas washing, mais le contraire Ouais. que subissent les cryptos. Et inversement, je pense qu'il y a des cryptos qui doivent essayer de faire du greenwashing, mais en gros, le truc, c'est que si on met en perspective ce que un système bancaire utilise et ce qu'une blockchain pour fournir le même service qu'une banque utiliserait, Ouais.
on serait bien en bas en termes. Dans t'as fait un épisode là-dessus. Non, ouais, mais j'en ai fait un là-dessus, mais j'ai discuté avec Baudouin Collard, donc on a fait un podcast juste avant celui-ci. Et là, on a parlé de ça, effectivement, je disais qu'il fallait comparer des pommes avec des pommes, des poires avec des poires. C'est-à-dire que le Bitcoin, ok, il est énergivore, ok, ça fait la une, ok, on va comparer, là c'est une pomme, le Bitcoin, on va comparer à ce qui est comparable, le dollar. Eh ben, je vais pas spoiler ou quoi, mais Baudouin m'a parlé donc de qu'est-ce qui back le dollar. Parce qu'il dit, il n'y a plus d'or. Bah, c'est l'armée, mec, c'est la guerre. Ah ouais. Tu vois, et là, il est parti dans cette histoire, mec. C'est pour ça que je vous invite vraiment à l'écouter. Je vais venir l'écouter, parce ça. Que et en plus, il l'explique tellement bien que c'est juste trop bien. Enfin bref, moi, j'étais à fond dedans. C'était d'ailleurs un super moment que j'ai passé avec lui. Mais en gros, voilà, il explique la réserve de valeur du dollar, comme il n'y en a plus, vu que c'était l'or jusqu'en 75, je crois, un truc comme ça. Bah maintenant, c'est la guerre, quoi. C'était porte-avions, c'était militaire, c'est les alliés, c'est tout ça. Et là, il est rentré là-dedans, tu vois, et c'est une dinguerie. Vraiment. Ah ouais, mais non, là, tu m'as bien teasé, là, maintenant, ça me donne envie de l'écouter. Ouais, non, je pensais qu'il allait plus parler des Satoshi, mais au final, rien du tout. En fait, il a fait un... Ah si, on a parlé de Satoshi à fond, et d'ailleurs, il a hyper bien expliqué, et bien vulgarisé et tout. Non, j'étais vraiment content. Enfin, bref, il faut aller l'écouter, il est vraiment bien. Enfin, en tout cas, je l'ai pas encore monté, mais... Sans que tu vas sortir du lourd. Très bien, ouais. Du coup, allez, c'est moi qui vais enchaîner et prendre le lead, vu que voilà, là c'est on t'a déjà fait un podcast avec Hotman avant FOM, mais c'est un peu les premiers formats podcast qu'on fait pour CryptoBell et pour Alan en parle en même temps. Donc voilà. Salut Alan. Vas-y, présente-toi un peu. Nice, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Pourquoi tu es là avec nous aujourd'hui? Et puis voilà, c'est toi qui as la parole cette fois-ci. C'est pas toi qui pose des questions. Laisse même plus de la place pour que la caméra te voit. Donc, c'est ça. Bah écoute, moi c'est Alan, donc je suis belge. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce que CryptoBell m'a donné la chance de pouvoir assister ici, pouvoir en fait interviewer deux personnes. Enfin, j'aime pas dire le mot interview, je préfère le mot discussion. À la base, il y avait un cryptographe, je vais pas donner son nom parce que je suis pas certain on verra, mais c'est un cryptographe très connu belge qui est une entité, enfin une sommation dans... Une sommité. Une sommation. Un tir de sommation. Ça va être coupé, ça. Un tir de sommation. C'est parce que t'as parlé de la guerre et tout. C'est vrai, ça. Non, mais t'as raison, ne spoil pas son nom parce que ce serait bien qu'on l'ait. Je sais pas et j'aimerais vraiment bien l'avoir dans le podcast. En gros, c'est un cryptographe très connu qui a été cité dans le white paper du Bitcoin de Satoshi Nakamoto. C'est une personne relativement âgée. Elle était censée venir et moi, je voulais vraiment avoir c'est un cryptographe professionnel. Bref, il a révolutionné la cryptographie dans le monde et il est belge et ça je savais pas qu'il existait un belge et c'est pas que dans la blockchain en plus. Et c'est pas que dans la blockchain, enfin bref, il a inventé plein de choses mais je vais pas en parler de trop parce que j'espère vraiment un jour l'avoir en face de moi. T'inquiète, tu vas l'avoir. Ouais, mais merci, mais ça serait vraiment trop cool. Et donc du coup, j'étais censé faire une discussion avec lui et alors avec Baudouin Collard qui donc a développé Satoshi. Ça fera partie des épisodes. Donc voilà pourquoi je suis ici même. Pour répondre à la question comment je me suis intéressé à la crypto, tout ça, enfin plus à la blockchain parce que la crypto en soi, comme tu dis, on dit crypto pour que les gens comprennent, mais voilà, en vrai c'est la blockchain. D'abord, pour faire bref, je me suis intéressé à ça par rapport au côté spéculatif du truc, je vais pas mentir. Je me suis dit vas-y, est-ce qu'il y a moyen de se faire un peu d'argent derrière ça? Il y a un billet. Est-ce qu'il y a un billet à prendre? Il y a un billet si tu es investi au bon moment. C'est ça. Et donc du coup, moi en fait, j'ai commencé donc à m'intéresser à l'aspect spéculatif. J'ai acheté beaucoup de formations en trading, des trucs sérieux. Ah ouais. Vraiment, vraiment sérieux. Ça t'a coûté combien? Cher. Enfin, franchement cher parce que c'est quand même qualité et tout. Tu peux donner les prix. Hein. Bah cher. Je vais même pas te dire je paye par mois et tout. J'ai même pas envie de calculer. Les abonnements. J'ai pas envie de me donner le seum quoi. En fait, en vrai, je dis le seum, mais je suis trop content de l'avoir fait. Hein. Bref. Et donc du coup, j'ai appris beaucoup dans le trading. Je travaille dans la finance. Moi, enfin maintenant j'ai arrêté, mais j'ai travaillé dans la finance pendant 8, presque à 9 ans. Ouais, tu faisais quoi avant? Je travaillais dans une banque. Comment elle s'appelle cette banque? Ça je dirais pas. Je dirais jamais le nom de mon employeur. Tu peux dire à quoi il ressemble, mon ex-employeur. Non. Et donc du coup j'ai travaillé dans la finance pendant presque 10 ans en fait, entre 8 et 9 ans. Et je voulais donc me focus un peu sur une autre manière de gagner un peu de sous, etc. Et en fait j'ai appris à trader. Donc ça j'ai eu, enfin bref, ça m'a mis 1 an et demi avant
d'avoir ma méthode de trading, etc. Et j'ai vu que émotionnellement parlant, j'étais pas du tout prêt, que j'étais pas, en vrai, je me sens pas capable de supporter ce stress du trading. Voilà, c'est ça. Et c'est juste Je te comprends. Ben voilà, tu vois, c'est juste une question de personnalité. Il faut savoir que chaque investisseur a sa manière d'investir parce que, et ça démarre de là, chaque personne a sa manière de voir l'argent. Ça se limite que à ça. Ah ouais. Donc, c'est les gens, genre, tu peux être certain qu'il n'y a personne qui voit l'argent exactement comme toi tu vois l'argent. Ça n'existe pas. C'est tellement un rapport... en fait aussi un peu philosophique, c'est-à-dire que la notion de valeur est propre à chacun. Il fallait trouver à un certain moment une valeur collective dans le monde. On a mis l'argent pour démontrer cette valeur-là collective, qu'on soit tous d'accord que ça vaut quelque chose. Mais par exemple, moi j'ai un bic chez moi à la maison, il vaut rien, on va dire, en magasin, mais c'est une valeur très sentimentale, je le donnerai jamais ce bic, ou je le vendrai jamais même, ça m'intéresse même pas parce que c'est tellement sentimental. Par contre, je lui vends ça, si je devais vraiment mettre un prix, je mettrais peut-être 100 000 balles, la personne en face va me faire, mec, je te donne 50 cents, même pas. Enfin, c'est un peu comme la bouteille d'eau, si t'es dans le désert ou si t'es dans une piscine, quoi, ça n'aura pas la même valeur. Oui, mais c'est exactement, mais ça c'est par rapport aux situations, etc. Mais oui. C'est même le même délire. Chaque personne est différente intrinsèquement, c'est comme ça, et donc le rapport à l'argent est différent. Bref, donc du coup, moi, l'investissement, c'est ok, j'aime beaucoup ça, j'aime bien le fonctionnement de l'investissement, j'aime bien comprendre surtout comment l'argent fonctionne, parce qu'il y a toute une mécanique derrière qui fait que tu peux en avoir plus, tu peux en avoir moins, tu peux avoir des intérêts, tu peux avoir des intérêts composés, tu peux développer les choses tellement, voilà, il faut juste s'intéresser, vouloir comprendre le truc. Et moi, le trading m'a appris ça, en l'occurrence. Il m'a appris à savoir comprendre, et il m'a forcé à devoir comprendre clairement ce que vaut quelque chose, pourquoi, comment. Ça commence par l'offre et la demande, etc. Ouais, puis tu as différents facteurs, un RSI, un truc, une impulsion, enfin les dérivés, les trucs, enfin il y a plein de trucs, c'est différents marchés qui sont sur des plateformes différentes, mais donc le cours est le même, pourquoi, ou qui va prendre les liquidités, etc. Et c'est ça qui m'a excité à fond là-dedans. Et puis à un moment, je me suis dit, en fait, le trading, l'argent, c'est bien chouette, etc. Pourquoi ça a réellement de la valeur? Et là, je suis rentré dans l'univers de la blockchain, et là, c'était terminé. Et là, ça m'a mis, je dirais, 2 ans pour avoir les connaissances que j'ai, parce que je suis loin d'être une personne ultra... Mais tu m'avais pas dit que tu avais un ami aussi qui était dans la crypto qui... Ouais. Oui, mais ça m'a aidé à comprendre beaucoup. D'ailleurs, je le remercie, je sais pas si je peux dire son nom, parce que j'aimerais bien faire aussi un épisode avec lui, mais bref. Mais je le remercie, il se reconnaîtra. Oui, tu te censures beaucoup pour un gars qui est dans la blockchain. Justement, ça fait partie du jeu. Mais donc du coup, mais je sais plus ce que je disais en fait. Ça m'a on te demandait de te présenter. Donc mais j'en étais où? J'étais toujours dedans et donc l'investissement, tu t'es intéressé, oui, c'est blockchain. Après avoir fait tes formations. Voilà, c'est ça. Et donc après, on va recommencer, tac. Et donc après, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la blockchain, là j'ai aussi en fait payé des formations qui étaient uniquement sur la blockchain, quoi, dans la crypto, les trucs, etc., les différents projets. Et donc je me suis vraiment intéressé plus à l'écosystème de la blockchain. Donc à ce moment-là, j'investissais pas vraiment, j'investissais un petit peu par-ci par-là, mais sans plus, juste dans des projets que j'aimais bien, des trucs auxquels je croyais. Et voilà, et c'est tout. Et puis après, j'ai voulu j'avais tellement galéré à apprendre le sujet de la blockchain. J'avais parfois étudié ce sujet des heures sur un article de journal dédié à un sujet en particulier sur la blockchain. J'ai passé des heures pour parfois comprendre une notion qui pouvait honnêtement être comprise en 2 minutes si quelqu'un vulgarisé un peu, me l'avait un peu expliqué. Okay. Et c'est là où est venue mon idée de podcast. Je me suis dit, en fait, des gens comme moi qui ont duré, parce que ça m'a pris presque 2 ans, où parce que là c'est encore le cas, tous les jours je lis des trucs, c'est devenu vraiment un truc que je kiffe de fou. Il y a d'office des gens qui veulent comprendre quelque chose et qui, franchement, et je peux comprendre, abandonnent en se disant ouais c'est bon, c'est trop compliqué, c'est un truc de geek, c'est bon quoi. C'est clairement un truc où il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, et pour s'accrocher il faut le vouloir quoi, parce que franchement il faut boire, il faut bouffer tout ce vocabulaire, ces trucs, c'est chiant quoi. Mais une fois que c'est compris, en fait au fur et à mesure t'es là, putain c'est incroyable. Enfin, en fait voilà, et ça ne finit jamais. Et donc le podcast
il est vraiment là pour ça, quoi. Voilà. Et t'as fait combien d'épisodes de ton podcast jusqu'ici? Bah là, actuellement, j'en ai 29. Il y a le 30e qui va sortir très bientôt, qui est déjà monté, tout est fini. Et puis là, j'en ai 2 d'enregistrés aujourd'hui. Enfin, quand celui-ci sera terminé, j'en aurai encore 2 d'enregistrés. Donc, Trop bien. donc voilà, quoi. Non, je suis vraiment content. Et encore merci, franchement, à CryptoBell pour ça. Et on se partagera les fichiers et tout, hein. Enfin voilà, il n'y a aucun stress, avec grand plaisir. Moi, le partage, ça fait partie de la philosophie. Et c'est ça aussi que t'aimes aussi chez nous, c'est qu'en fait, au final, notre mission et ta mission, mais et clairement, c'est ultra important. En fait, le combat, c'est un peu, enfin, tu vois, l'objet social, quoi, tu vois. La mission, elle se rejoint fort, quoi, dans ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on veut vraiment essayer d'aider l'autre en ayant bien conscience, et ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, et je pense qu'on a raison, je pense sincèrement qu'on a raison, c'est que la blockchain, c'est le Web 3, ça va arriver, ça va venir, c'est imminent. C'est déjà là, en fait. C'est déjà là, c'est sûr. Les ETF sont là. Enfin, je veux dire, c'est déjà. Enfin, BlackRock est là, le plus gros financier du monde est là. C'est vrai qu'en vérité, ça veut dire beaucoup le fait que les plus gros fonds d'investissement du monde mettent des billes dedans, mais il y a plus concret, comme on va le présenter demain à la conférence, mais donc qui sera déjà passé quand le podcast sortira de toute façon. Ce dont on parle dans la conférence, c'est par exemple la KBC, qui est une banque qui finalement est vachement blockchain friendly, parce qu'elle a fait son Kitcoin. Ça, moi, j'avais pas trop vu, mais de ce que j'ai compris, c'est un espèce de jeton de fidélité, mais qui est sur la blockchain. Je pense que ça doit être une blockchain qui leur est propre. Je ne crois pas que ce soit sur ETH, sur Polygon. C'est leur blockchain, donc ça change déjà un peu la philosophie. Mais à eux, mais ils ont peut-être fait un fork. Hein. Oui, enfin, peu importe. En fait, il y a une super grosse société que vous connaissez qui s'appelle Settlement. Et non, je sais pas si c'est eux, mais moi j'ai un bon ami qui y travaille. Et en gros, la mission de Settlement, c'est d'implémenter la blockchain dans les sociétés. Et c'est une société belge qui est en train de devenir vraiment énorme, je pense, et qui est en train de conquérir du marché un peu partout. Et donc eux, leur spécialité, c'est vraiment de créer des blockchains sur mesure pour les sociétés. Et donc ça en dit déjà beaucoup. En fait, les grosses boîtes ont déjà compris que la blockchain était le futur. Et si on regarde dans les offres d'emploi, et c'est surtout en recherche et développement pour l'instant, forcément, mais il y a énormément d'offres de dev, de data analyst, où on demande des compétences blockchain, d'avoir un intérêt pour le Web 3, de connaître Solidity, de connaître Rust, qui sont les langages de programmation qui sont orientés vraiment pas spécifiquement blockchain, mais qui sont principalement utilisés en tout cas sur les blockchains. Et donc c'est vraiment un truc comme c'est en train de nous arriver dessus, qu'on le veuille ou non, et donc maintenant à nous de nous adapter, et nous on s'est donné comme mission, et c'est pour ça aussi qu'on a demandé à Alan de nous épauler, vu ses qualités de vulgarisation. Et donc voilà, donc c'est là, c'est sur nous, et ouais, ben c'est trop bien, parce que en vrai, c'est ce que je pense pas que je l'avais dit comme ça dans un podcast, mais moi c'est un peu ma philosophie de vie en dehors du Web 3, etc., pour qu'on me connaisse aussi encore un peu mieux. Mais il y a des choses qui sont inévitables, il y a des choses qu'on ne saura jamais gérer, parce que c'est là, c'est tout, point. On peut parler de plein de choses. On va dire, un tsunami, c'est là, t'as pas le choix, ça arrive. Il y a des crises financières, c'est là, tu sais rien y faire, ça arrive. Eh ben, le Web 3, tu sais rien y faire, mais que ça arrive, point. Exactement. Et c'est déjà là, hein, mais ça arrive dans ta maison, et ça viendra beaucoup plus vite que tu ne le penses, et tu le sauras peut-être pas. Ouais. Mais si tu le sais pas, tu ne maîtriseras pas l'outil. Non. Et c'est là que tu vas devenir une victime, en vrai. Mais moi, je suis pas totalement d'accord avec ce statement-là. Vas-y. Parce que je pense que j'ai aussi d'autres statements. Je disais que j'ai quand même des statements assez forts. Je disais que le Web 3 arriverait après la Troisième Guerre mondiale. Mais donc c'était
Oui, 3 before Web 3, mais bon, c'était un peu une joke, mais en même temps, quand je vois ce qui se passe en Russie, etc., qui est un sujet d'actualité, je me dis pourquoi pas en vérité. Peut-être qu'il va y avoir une. Ah, il n'y a qu'en Russie, toi, que ça te fait. On va pas en parler. Ok, mais sinon, il y a un autre statement, c'est que je dis que les gens s'en foutaient du Web 2. Pourquoi ils s'en foutraient pourquoi ils auraient quelque chose par rapport au Web 3 En fait, là, je te rejoins pas parce que les gens s'en foutent pas du Web 2, ils savent juste pas qu'ils l'utilisent, mais tout le monde utilise le Web 2. Oui, mais c'est justement ça. Et en fait, tout le monde l'utilise, mais ne sait pas comment l'utiliser. C'est comme je disais à Alan, tout le monde sait utiliser le Wi-Fi, mais ne sait pas comment le Wi-Fi marche. En fait, en gros, comme on dit l'UI et l'UX, donc l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, c'est que les gens en fait s'en foutent de l'UI de la crypto. Ils veulent avoir une UX parfaite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, en gros... En vrai, pour être un dev, ils veulent avoir un back-end parfait, mais ils veulent une belle UI, une belle UX. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux vulgariser ça ? Vas-y. Okay. Juste ta phrase. UI, c'est le diminutif de User Interface. Donc, c'est typiquement ce que tu vois lorsque tu consultes un site internet, une application... quelque chose de visuel, même sur un écran. User Experience, c'est tout ce qui se passe pendant ces interactions. Donc, par exemple, t'as un pop-up. Voilà, t'as un petit pop-up qui arrive, t'as un petit glissement, t'as un petit truc, c'est l'habillage encore plus loin. C'est comment tu navigues sur Internet, carrément. Voilà, c'est comment ton expérience va se passer, c'est vraiment User Experience, ou UX, et le back-end. C'est tout ce qui se passe derrière. Et c'est ce que les codeurs font en général. Qui n'intéresse personne, à part les gens de l'école 19 qui sont là. Donc c'est tout un tas de codes très, très compliqués qui gèrent absolument toutes les interactions. Et on n'a pas idée en tant que profane du développement de la taille du code qui gère par exemple un clic, un clic ou un paiement ou un peu, je veux dire, le travail qui est derrière est complètement invisible et le code du front-end peut être c'est facile à apprendre. Le code du back-end, c'est vraiment des heures, c'est des années et des années d'immersion et de... Ok, maintenant j'ai une bonne question parce que c'est très bien, j'aime beaucoup aimé cette intervention-là. La question est, donc tu vois, aujourd'hui, les sites internet existent depuis longtemps, depuis le Web 1, bref. Donc on n'est pas au courant de ce qui se passe derrière, comme tu expliques, par rapport à ce que toi, tu as devant ta tête, donc devant ton écran. En quoi le Web 3, et c'est une vraie question, si on ne sait pas y répondre, c'est pas grave. Okay. Du coup, en quoi le Web 3 sera différent dans le sens où personne n'est mort du fait que tu ne saches pas exactement ce qui se passe derrière ton ordinateur, derrière ta page web. Ouais. En quoi le Web 3, lui, sera largement différent dans le sens où si jamais on ne s'intéresse pas à ce qui se passe derrière ton écran aussi, dans le Web 3, tu peux perdre quelque chose et il peut y avoir des conséquences. C'est ça ma question. En fait, c'est exactement ce qu'on parle avec le data ownership. En fait, ce qui se passe pour l'instant dans le Web 2 et ce qu'on reproche aux GAFAM, c'est qu'ils sont en train de voler toutes nos données. Tout ce que tu postes sur Facebook, tout ce que tu postes sur Instagram, tout ce que tu postes en fait ne t'appartient pas. Ouais. Ça appartient aux GAFAM. Et c'est ça le plus gros en fait deal et un des plus gros versus entre le Web 2 et le Web 3. C'est que dans le Web 3, tout ce que tu interagis, que tu produis en post ou etc., en fait ça t'appartient. Et c'est ça c'est un peu l'idéologie de tout ce qui est Web 3 et comparé au Web 2 qui en fait pour l'instant tout le monde donne ses données et disent ouais mais en fait moi je m'en fous de donner mes données à Facebook, genre je m'en fous de donner mes données sur Google, mais regardez attention, c'est là que le paradigme orwellien est en train d'arriver, c'est qu'en fait en gros avec toutes ces données là, ils savent tout sur vous en fait. Ils savent contrôler vos comportements, ils savent contrôler tout ce que vous faites, ils savent en regardant les données d'achat sur Amazon, ils savent qu'est-ce que vous achetez. Ils savent faire un profil sur vous en fait. Les algorithmes sont devenus très très puissants et en fait pour répondre encore plus à ta question, en fait donc là de ce que si on garde en tête ce que j'ai expliqué avant sur l'UI, l'UX, le back-end en fait, ouais. Je vais vous donner encore un autre terme technique, mais on va regrouper UI, UX sur le front-end. Ouais, ok. Et tout ce qui se passe derrière, c'est le back-end. Le Web 3, c'est du back-end pur. Ouais. C'est-à-dire que si les gens ne s'y intéressent pas et ne comprennent pas comment ça se passe, le Web 3 va juste devenir le Web 2. C'est tout. Ah oui, c'est ça qu'on appelle ça. Tu le vois comme ça, toi. Exactement. Okay. C'est le Web 2.5. Parce que ça va juste être récupéré, en fait, et c'est ça qui est déjà
en train de se passer malheureusement. Enfin, c'est ça qui est déjà en train de se passer. Et les gros investissements des grosses sociétés, mais c'est ça que ça aussi en train un peu de dire sur le Web 3, c'est que comme on dit, le Web 3 est en train de devenir malheureusement le Web 2.5, ouais. où en fait, ok, c'est décentralisé et tout, mais la poignée de gens qui s'y intéressent et qui savent l'utiliser correctement, c'est tellement réduit qu'au final, ça va juste devenir un GAFAM 2.0. Sinon, j'ai aussi rebondir à la question de départ qui était comment le Web 2, Web 3, etc. Je me suis dit que peut-être quand Madame Michou, donc Madame Michou c'est un peu la personne, la citoyenne on va dire lambda, quand Madame Michou touchera aux cryptos, ce sera peut-être par une banque traditionnelle. Je pense que moi j'ai un peu cette statement-là. Oui, voilà. Donc en fait, Web 2.5. Donc Web 2.5 pour l'utilisateur. Par contre, si tu veux avoir une longueur d'avance entre guillemets et bien comprendre ce qui se passe, et je pense que économiquement parlant, ou en tout cas même sur ta simple épargne, on va dire, on va parler argent parce que là ça parle à tout le monde évidemment. Et ben si tu comprends un peu ce qui se passe derrière, je pense que tu te feras moins avoir. Exactement. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Là on parle juste argent. Oui, ça c'est sûr et certain. Mais c'est important de le dire aussi. Donc c'est une technologie qui est ultra intéressante, qui est vraiment pas chouette à apprendre. C'est pour ça que le podcast existe encore une fois. Et CryptoBell, etc. C'est toutes ces institutions qui naissent pour pouvoir faire comprendre à monsieur et madame tout le monde, donc madame Michou comme tu dis, ce principe-là. Mais je pense que c'est plus donner une clé à quelqu'un, à cette personne-là, et cette personne doit encore se servir de cette clé, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas être 10 000 fois meilleur si tu sais ça, mais par contre tu peux vraiment t'en sortir mieux si tu le sais. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ça un peu ça résume un peu le truc. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. En vérité, ouais, c'est comme ceux qui sont early dans un truc, s'ils connaissent mieux, c'est comme ceux qui étaient early avec Internet en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est officiel. Enfin, je veux dire. C'est ça. Et le early là d'Internet où les gens étaient là, mais qu'est-ce qu'il faut sur son PC ? Lui, il avait une longueur d'avance à l'époque, etc. Ça se trouve là, il gagne sa vie parce qu'il construit des sites. Enfin, exemple, c'est vraiment un exemple. Ça va devenir comme ta grand-mère qui arrive sur Facebook. Sur Facebook, voilà. C'est ça. Et on revient. Allez. Et on revient. La boucle est bouclée. C'est que si tu n'as pas envie de devenir comme la grand-mère de Alan, il faut que tu viennes déjà maintenant. Ouais, mais on est aussi bien sûr ouvert aux seniors. Bien sûr, on est ouvert à tous. Si jamais il y a des seniors qui nous écoutent, il y en a quelques-uns. Ah mais voilà. Lui, il a les stats, lui. La catégorie qui m'écoute le plus, ce sont des hommes entre 25 et 40. 25 et 40. I know it. On est à 60% de tous les auditeurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent, genre des 18, des 16, des 15 c'est la deuxième partie. 16, donc je sais plus exactement, mais oui, je crois que c'est 15-20. Et géographiquement à la base, Belgique, là, la France pétait les scores. Ouais, tu m'as dit. Sans blague. 6 millions de gens. On en parle. Allez, on en parle. Non, mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Je sais. Non, mais Fum, par contre, en vrai, il est 16h20, donc malheureusement, je vais devoir t'interrompre et remercier Alan de nous avoir rejoints. C'est moi qui finis son podcast. Parfait, merci. Donc, je te remercie de toi aussi nous accorder ta confiance parce que tu t'associes ton image à nous, c'est super cool. Fum, merci. Merci Naïm aussi. On se retrouve sur le stand et bisous. À la prochaine les gars. Allez, ciao. Ciao.